pas dit qu'il y aurait des travaux. J'arrive, hein, je m'installe. Salut mes petits crumbles, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur cette chaîne, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois. Je suis passé à un autre rythme, j'essaye de faire une vidéo par mois. J'ai un peu moins de temps et d'espace mental à consacrer à YouTube. Mais bon, aujourd'hui je suis là et je suis très content d'être là, parce que je vais vous parler d'un de mes films préférés. Vous savez déjà de quel film il s'agit. Mary Poppins. Mary Poppins. Mary Poppins. Mary Poppins. Mary Poppins, un film que j'adore depuis ma plus tendre enfance, réalisé par Robert Stevenson, sorti en 1964, il y a 60 ans. Waouh! Je pense que la première fois que je l'ai vu, j'avais 6 ou 7 ans, et je suis tout de suite rentré dedans, je suis vraiment tombé sous le charme de ce film, je suis tombé sous le charme de son personnage principal. Pour moi, Mary Poppins, c'est un modèle de classe, d'élégance. Beauté chimérique exprimée même à travers les gestes les plus quotidiens. De force aussi, parce que c'est un personnage très fort, et je voulais être elle, moi. J'étais obsédé par les parapluies, je chantais en rangeant ma chambre, sauf que moi, quand je chante, je suis pas Julie Andrews. Mais bon, on va quand même commencer par le commencement. Qu'est-ce que ça raconte, Mary Poppins? Ça se passe à Londres, en 1910, dans la maison de monsieur George Banks, qui est un employé de banque très austère, très sévère avec tout le monde, qui a une vie très rangée, très ordonnée. Il est pas fun, monsieur Banks. Il est pas gentil le monsieur. Monsieur Banks, il a une femme et 2 enfants, Jane et Michael, Jeanne et Michael, dans la version française, et il se retrouve face à un gros souci, c'est que sa nounou démissionne. Elle peut plus supporter les enfants, ils arrêtent pas de fuguer, ils seraient incontrôlables, et donc elle fait ses valises et elle se casse. Ciao les nazes. Et monsieur et madame Banks, ils ont besoin d'une nounou pour garder leurs enfants, parce que monsieur Banks, il travaille tout le temps, et madame Banks, elle a pas envie de s'occuper de ses enfants. Ils décident donc de passer une annonce dans un journal pour en trouver une nouvelle, une nounou bien sévère à l'image de monsieur Banks, mais en parallèle, les enfants écrivent leur propre annonce, dans laquelle ils recherchent quelqu'un qui est plus en adéquation avec eux, avec ce qu'ils aiment. Et cette annonce, même déchirée en 1000 morceaux par leur père, s'envole et parvient jusqu'à Mary Poppins. Mary Poppins, qui est donc une nounou très fantaisiste, qui semble vivre sur un nuage, et qui descend du ciel pour prendre le job. Clairement, elle arrive, elle balaye tout le monde. Ça, Connor. Elle s'impose, monsieur Banks il a pas le temps de dire oui, non, elle est déjà dans la nurserie avec les enfants. Et elle va complètement chambouler la vie de cette famille et surtout la vie du père. Avec Mary Poppins, on monte les escaliers en glissant sur la rampe, on range la chambre en claquant des doigts, on prend le thé au plafond, on se promène dans des dessins à la craie, elle sort plein de trucs de son sac, enfin bon, c'est Mary Poppins, hein, vous connaissez je pense. On rencontre tout un tas de personnages secondaires assez drôles. Il y a Burt, qui est un pendant masculin de Mary Poppins, il a pas de pouvoir magique, mais en tout cas il est parfaitement au courant de ce dont Mary Poppins est capable, il est un petit peu omniscient parfois, c'est lui le narrateur. Au fil du film, il enchaîne plusieurs métiers. Il y a les 2 employés de maison, Hélène qui est la bonne, mais Madame Brill qui est la cuisinière. Elles sont super drôles toutes les deux, elles sont toujours un peu à se chamailler, et au fur et à mesure que Mary Poppins prend le pas sur la famille, elles commencent à s'amuser, elles commencent à se rebeller face à leur patron et leur patronne. Elles sont un peu spectatrices de tout ça, j'aime bien ces 2 personnages. Et puis il y a l'amiral Boom aussi, qui vit dans une maison qui est transformée en bateau, le toit c'est le pont d'un bateau, il y a un mât et tout, et il tire au canon 2 fois par jour, à 8h du matin et à 6h du soir. Et tout le monde est au courant, ça pose pas de problème, ça fout un bordel pas possible dans la maison, mais bon maintenant tout le monde a l'habitude. Et c'est marrant de voir que malgré tout ça, le quotidien des Banks, il est toujours très réglementé, très bien rangé, genre imperturbable. C'est des gens qui sont tellement centrés sur eux-mêmes que peu importe ce qui se passe autour. Il y a les patrons de Monsieur Banks, Monsieur Dawes Junior et Monsieur Dawes Senior, qui sont complètement inhumains, qui pensent que profit, c'est des morts vivants en fait. Et c'est un film que j'aime toujours autant à l'âge que j'ai aujourd'hui. Peut-être même que je l'aime encore plus, en tout cas je l'aime différemment. J'ai l'impression de plus le comprendre, en tout cas. Parce que quand on pense Mary Poppins, on pense tout de suite dessins animés, enfin le mélange prise de vue réelle et dessins animés. On pense à ses chansons merveilleuses, on pense à la magie partout, tout est magique, et évidemment... Mais quand on y regarde d'un peu plus près, Mary Poppins elle est assez sévère quand même. Ok, elle emmène les enfants dans des aventures pas possibles, mais elle reste toujours très formelle. On s'amuse, mais il faut pas que ça dépasse. Il faut bien parler, il faut bien se comporter. Et surtout, une fois qu'on a déliré dans un monde magique, on n'a plus le droit d'en parler. J'ai toujours eu du mal avec cette scène après le voyage dans le tableau, là, après toutes les séquences en dessin animé, où Mary Poppins s'est dit mais non, rien de tout ça ne s'est passé, vous racontez n'importe quoi, je veux plus en entendre parler, et limite elle menace d'appeler la police s'il continue, hein. Et je me suis toujours demandé pourquoi elle réagissait comme ça. Elle a l'air de pas assumer ce qu'elle a fait, de pas assumer ce qui s'est passé. Elle est très auto-centrée. À un moment dans le tableau, ils font une course de chevaux, elle s'arrange pour tricher pour gagner la course. Quel est l'intérêt à part se faire mousser? Aucun. Elle s'autoproclame pratiquement parfaite en tout point. Elle se regarde
regarde beaucoup dans le miroir, elle est assez hautaine avec les autres personnages. Et c'est comme ça aussi dans le livre. Parce que évidemment, Mary Poppins s'est adapté d'un roman, d'une série de romans, même il y en a 6 ou 7, écrit par Pamela Lyndon Travers. Et bon, moi j'ai lu que le premier qui s'appelle tout simplement Mary Poppins. Et elle est même encore plus sèche dans le livre. Elle fait un petit peu peur dans le livre, Mary Poppins. Elle lance des regards très durs aux enfants. Elle contredit tout ce qu'ils lui disent, et elle répond jamais à leurs questionnements. Allez ennuyer quelqu'un d'autre avec vos questions. Et il n'y a pas vraiment de fil conducteur dans le livre, c'est une suite de scénettes, on en retrouve la plupart dans le film. Et ce qui m'a surpris aussi quand j'ai découvert le livre, c'est que Monsieur Banks, il est quasiment absent. On en parle au début, on en parle à la fin, et il n'est pas aussi sévère, aussi cassant que dans le film. Il est juste très occupé par son travail, assez près de ses sous, mais il n'a pas de personnalité propre. Et ce qui est beau dans l'adaptation au cinéma, c'est que justement, c'est lui le personnage le plus intéressant du film. C'est son évolution au contact de Mary Poppins et de sa vision de la vie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Mary Poppins, en vrai, elle n'est pas là pour les enfants, elle est là pour le père. Elle est là pour sauver le père. George Banks, qui a été comme ça entraîné par son travail, emprisonné par le besoin de faire de l'argent, qui a oublié ce qui rendait vraiment heureux, c'est-à-dire l'amusement, l'imagination, l'évasion, et puis le fait de partager des moments avec ses proches. Et il y a un film très beau, très intéressant là-dessus, qui s'appelle Dans l'ombre de Mary, Saving Mr. Banks, en anglais, là donc c'est carrément dans le titre, avec Tom Hanks dans le rôle de Walt Disney, et Emma Thompson dans le rôle de Pamela Travers. Et on les voit essayer de se mettre d'accord sur l'adaptation du livre. Parce que Pamela Travers, elle détestait l'animation et les chansons. Non, c'est... Oh, ça c'est vraiment un comble, parce que quand on pense à Mary Poppins, comme je vous ai dit, on pense chanson, on pense animation. Et ça, elle en voulait pas du tout, Pamela Travers. Elle détestait Disney, elle détestait chaque adaptation de Walt Disney. Il y a une scène très drôle au début du film où Pamela Travers, elle arrive dans sa chambre d'hôtel, et Disney, il a fait décorer la chambre avec les peluches de tous les personnages Disney. Il y a Mickey, il y a Donald, il y a Winnie l'ourson, enfin il y a tout le monde. Et elle est scandalisée, elle trouve ça horrible. Elle fout tout dans le placard, enfin elle supporte pas ce genre de truc. Ce tableau de chasse est sans conteste celui d'un vrai maniaque. Elle aimait pas les mots inventés. Et ce qui peut être surprenant, parce que quand même, rien que dans le livre, Mary Poppins, elle emmène les enfants dans des univers encore plus fantasmagoriques que dans le film. Elle leur fait faire le tour du monde avec une boussole, il y a une histoire de vaches qui dansent, il y a une vieille dame qui vend du pain d'épices et ses doigts c'est des sucres d'orge. Enfin vraiment, ça part très très loin. Donc on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'elle aime pas Disney. Et je pense que ce qu'elle aimait pas chez Disney, c'était que les films avec les chansons et tout, ça montrait un monde trop merveilleux, où tout se passe bien, où tout finit bien. Et la vie de Pamela Travers, c'était pas ça. Elle vient d'une famille très modeste, avec un père qui savait pas gérer son argent, qui s'enfermait dans un monde imaginaire, et une fois qu'il a dû vraiment travailler et entrer dans le monde réel, son évasion c'était l'alcool. Son père il était drogué, alcoolique, et c'est ça qui l'a tué. Sa mère elle était un peu dépassée par tout ça, elle se retrouvait à subir les délires du père, à devoir tout le temps changer de maison, changer de ville, et elle se sentait pas capable de s'occuper de ses 3 filles, parce que Pamela Travers elle avait 2 sœurs, et sa mère a été jusqu'à faire une tentative de suicide. Et en fait le personnage de Mary Poppins il est inspiré par une de ses tantes, qui est venue s'installer dans la famille au moment où ça allait plus du tout, pour soigner le père, pour soutenir la mère, et pour faire office de figure parentale solide pour Pamela Travers et ses sœurs. Et je pense que Pamela Travers, elle a idéalisé cette tante qui avait l'air d'avoir une solution pour tout. Elle s'est dit, mais cette personne-là, elle est parfaite, elle est géniale, elle a tout compris. Et donc elle en a fait Mary Poppins. Mais l'existence de Mary Poppins vient de quelque chose de grave. Et c'est pour ça qu'elle a cet aspect assez rigide. Et vous savez dans quoi il travaillait, le père de Pamela Travers? Dans une banque, comme Monsieur Banks. D'ailleurs, le mec s'appelle quand même Mr. Banks et il travaille dans une banque. Et c'est aussi pour ça que Pamela Travers, elle aimait pas Disney. Parce que Walt Disney et les studios Disney, ça représentait quoi pour elle? Ça représentait l'argent, le profit, le capitalisme, toujours plus, toujours plus, toujours plus gros, on écrase les autres. Les studios Disney finalement c'est comme la banque qui a tué son père. Et la question de l'argent et de la pauvreté, c'est beaucoup plus mis en avant dans le livre que dans le film. Mais en même temps, le livre ne se passe pas en 1910. Il se passe en 1934, pas au moment où il a été écrit, en fait, donc pendant ce qu'on a appelé la Grande Dépression, suite à la crise économique de 1929. Donc c'est une période assez triste, assez sombre. Il est dit d'ailleurs que les Banks, ils vivent dans la plus petite maison du quartier. Ils ont pas tant d'argent que ça, on a l'impression qu'ils sont super riches dans le film. Applelands, you own everything. Alors que dans le livre, ils ont pas tant d'argent que ça. Et en fait, dans le livre, la séquence du voyage dans le dessin, ça se fait uniquement entre Mary Poppins et Burt. Et Burt, il est vraiment montré comme un mec qui est dans la misère, quoi. Et donc qui est un reflet de cette période. Et pour le coup, le voyage dans le dessin, c'est vraiment une évasion de ce quotidien morose où on peut pas s'acheter des gâteaux comme on veut parce qu'on n'a pas les moyens. D'ailleurs, ces scènes d'animation, elles sont toujours aussi belles. Ça a vraiment pas pris une ride. C'est ça l'intérêt du dessin en 2D, c'est que c'est intemporel. On aurait fait ce film un peu plus tard avec de la 3D, ça aurait très vite pris un coup dans la gueule. Le renard, on l'aurait vite trouvé dégueulasse, et tous les personnages autour aussi.
oui, c'est pour ça que les films d'animation Disney en 2D, ça manque cruellement. Et il y a aussi une référence à l'alcoolisme du père de Pamela Travers, avec l'oncle Albert. L'oncle Albert qui rigole, et dès qu'il commence à rigoler, il peut plus s'arrêter, il grimpe au plafond, il peut plus descendre, et la seule façon de descendre, c'est de penser à une chose triste. Mais lui, il a pas envie de penser à des choses tristes, il a envie de rigoler tout le temps. Et il entraîne les enfants et Burt là-dedans, et Mary Poppins, elle essaye de les en empêcher. Parce qu'en fait, c'est une métaphore, là, c'est une métaphore de l'alcool. L'oncle Albert, il se réfugie dans l'alcool, pour ne pas penser à la vie, pour ne pas penser à ses problèmes, pour ne pas penser à la solitude, parce qu'il est très très seul, l'oncle Albert. Et la personnalité de Mary Poppins, ça s'articule autour de ça. C'est-à-dire que c'est de trouver une harmonie entre la réalité et l'imagination. On peut pas tout le temps être dans le fun comme l'oncle Albert, mais on peut pas non plus tout le temps être dans le travail et le sérieux comme George Banks. Et c'est en ça qu'elle se considère parfaite, Mary Poppins, parce que l'harmonie, elle l'a trouvée. Ce qui fait qu'elle peut se permettre de voler avec un parapluie parce qu'elle a, en vrai, les pieds sur terre. Et l'enseignement qu'elle apporte à cette famille, c'est qu'il faut profiter de chaque instant. Parce que le temps passe, il n'y a rien qui dure et on peut rien y faire. Il y a un moment, l'amusement, ça s'arrête et il faut l'accepter. À un moment, le vent, il va tourner, il va falloir partir. Les dessins à la craie, ils vont pas rester tout le temps sur le trottoir parce qu'à un moment, il va pleuvoir. C'est pour les mêmes raisons que Burt, il doit changer de métier régulièrement. Et c'est pour ça qu'elle dit aux enfants d'arrêter de parler de la course de chevaux, parce que la course de chevaux, elle est terminée et il faut passer à autre chose. Et puis les enfants, ils vont grandir. Et Monsieur Banks, il regrettera d'avoir pas passé assez de temps avec eux. D'ailleurs, il y a un très beau chapitre dans le livre qui est complètement absent du film. Il n'y a pas 2 enfants, il y en a 4. Il y a Jen, Michael, et il y a 2 jumeaux, John et Barbara, qui sont des bébés. Mais je pense qu'ils sont pas dans le film parce que c'est très compliqué de mettre en scène des bébés. Et il y a une scène où Mary Poppins, elle est avec les bébés, et il y a un oiseau qui vient se poser sur la fenêtre. Et en fait, les enfants comprennent ce que dit l'oiseau et ils arrivent à discuter avec l'oiseau. Et ce que dit Mary Poppins, c'est qu'un jour, leur grand frère et leur grande sœur, Jen et Michael, avant aussi, ils comprenaient ce que disait l'oiseau. Mais maintenant, ils comprennent plus, parce qu'ils ont grandi. Et quand tu grandis, tu comprends plus le langage des animaux. Et là, ça fait penser à Bernard et Bianca d'ailleurs, où seulement les enfants arrivent à parler aux souris. Et les bébés, quand ils apprennent ça, ils se mettent à pleurer, ils se mettent à refuser que leurs dents poussent, parce qu'ils ont pas envie d'oublier, ils ont pas envie d'oublier tout ça. Mais c'est pas possible, ils ont pas le choix, et ça finit par arriver. D'ailleurs, ils parlent plus du tout aux oiseaux. Il y a que Mary Poppins qui arrive encore à parler aux animaux à son âge, on sait pas trop pourquoi. De toute façon, c'est un personnage qui est très mystérieux, mais voilà, elle échappe aux circonstances comme ça de la vie, et c'est aussi ça pour ça qu'elle est presque parfaite. Et puis le film se passe en 1910, donc 4 ans avant la Première Guerre mondiale. C'est aussi l'année de la mort du roi d'Angleterre, Édouard VII. Pour le Royaume-Uni et pour le monde entier, c'est la fin d'une époque. Donc il y a un changement dans l'ère à grande échelle. Le film, il te dit aussi que quand t'es adulte, tu te retrouves seul face à tes problèmes. Et ça, c'est Burt qui le dit aux enfants. Il existe plein de formes de cages différentes, plein de tailles de cages différentes. Et leur père, même si personne ne le voit, il est dans une cage. Et en fait, tout ça, c'est vraiment un prétexte pour qu'il y ait un déclic qui se fasse dans la tête de Monsieur Banks. Et en ça, je trouve que la musique et les chansons sont très importantes dans ce film, et c'est très bien que finalement, il y ait des chansons. Et ça fonctionne avec des thèmes. Il y a un thème musical pour chaque personnage. Mary Poppins, c'est un morceau de sucre qui aide la médecine à couler. A spoonful of sugar that helps the medicine go down. C'est-à-dire qu'on prend un morceau de sucre avec un médicament pour l'aider à mieux passer. Pour accepter les difficultés de la vie, il suffit de les voir sous un angle amusant. Et donc cette chanson, qui est la première qu'elle chante, ça résume toute sa philosophie et finalement tout le message du film. Burt, sa chanson, c'est Chim Chimini, et Monsieur Banks, c'est The Life I Lead. Et ce thème, il revient 3 fois dans le film. Je fais une petite pause dans mon ramonage pour intervenir. On l'entend 4 fois ce thème, et pas 3. C'est juste que Maxime ne sait pas compter. La première fois, donc, on a la première version de la chanson, où il expose son emploi du temps et sa vie très rangée. La deuxième fois, les paroles changent, et il s'agit de rédiger l'annonce pour la nounou parfaite. La deuxième fois, c'est pour faire des remontrances à Mary Poppins. La troisième fois, bien sûr. Après 2, c'est 3. Pas 2, parce qu'il n'est pas d'accord avec sa façon d'occuper les enfants. Il lui explique donc comment un foyer doit fonctionner, et pour lui ça doit fonctionner comme une banque. Et Mary Poppins se met à chanter sur ce même thème, en faisant mine de rentrer dans son jeu, pour finir par le convaincre d'emmener ses enfants à la banque avec lui. Et là, Mary Poppins, en chantant sur le thème de Monsieur Banks, elle rentre dans sa tête. Elle arrive à le manipuler et à lui faire ce qu'elle veut. Et lui, il est persuadé que c'est son idée, donc il est ok. Et la troisième fois où on entend ce thème, c'est après l'épisode de la banque, où Michael se bat avec Monsieur Dawes parce qu'il ne veut pas placer son argent à la banque. Ça crée une émeute, et les enfants finissent par se réfugier auprès de Burt. Ils sont rejoints par Mary Poppins, et là ils visitent les toits de Londres, et ils font une grande fête avec tous les ramoneurs, et la fête se termine chez Monsieur Banks. Et Monsieur Banks, il est furieux. J'avais dit mollo,
Sur le destroy. Et donc, comme je vous disais, là, ce thème The Life I Lead revient, et cette fois-ci, Monsieur Banks, il chante pour blâmer Mary Poppins de tous ses problèmes, parce que avant qu'elle entre dans la vie de la famille, sa vie était parfaite, il suivait un chemin bien tracé, il n'y avait personne pour lui faire obstacle, ses enfants, ils étaient dans leur coin, et là, c'est au tour de Burt de le manipuler en le mettant face à ses défauts, le mettant face à son absence, face à ses enfants, à son dédain, à son manque de compassion, et au fait que bientôt tout ça se sera fini et il le regrettera. Et toute cette scène, elle se termine par quoi? Par le thème A Spoonful of Sugar, donc le thème de Mary Poppins. Et donc c'est ça qui est génial, c'est que Mary Poppins lui chamboule sa musique. Elle entre dans son esprit et elle modifie la partition qu'il y a là-dedans. Et je trouve ça très beau de faire passer ça par la musique. De toute façon, j'adore toutes les chansons de ce film, absolument toutes. J'ai juste du mal, mais ça c'est un truc, c'est un problème que j'ai avec toutes les comédies musicales, c'est que je n'aime pas les numéros musicaux à rallonge. Et dans ce film, il y en a deux. Il y a dans la scène en animation, avec Burt qui se met à danser avec les pingouins serveurs. Bon, c'est super bien fait, c'est super impressionnant pour l'époque, et même encore pour aujourd'hui, c'est très très beau à regarder, mais c'est très très long quoi. Au bout d'un moment, moi j'ai envie de passer à la suite. Et aussi avec la danse des ramoneurs sur les toits, ça s'éternise un petit peu quoi. Mon thème préféré, je crois que c'est Feed the Birds, et c'est un thème qu'on retrouve aussi vers la fin du film où Monsieur Banks se rend à la banque pour se faire virer. Et j'adore cette mélodie, je trouve que c'est la plus belle du film et c'est une des plus belles mélodies de Disney. La musique du film, elle est composée par les frères Sherman, qui sont des habitués des studios Disney. Na 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 na. C'est eux ça, c'est les frères Sherman. Burt c'est un peu notre guide. Tout ce qu'on va voir dans le film, il l'a plus ou moins déjà vécu et il veut nous le faire découvrir à nous les spectateurs et aux autres personnages. Et en ça, il est plus sensible que Mary Poppins, il se laisse plus entraîner dans l'amusement, il a du mal à savoir quand il faut s'arrêter, parce que lui il est humain, pas elle. Mais il est très important dans le film, il ouvre les yeux des enfants sur leur père, et aussi sur le monde qui les entoure. C'est quelqu'un qui est seul au monde en fait, et qui a besoin de s'adapter aux circonstances de la vie pour survivre. Ils ont une relation un petit peu ambiguë tous les deux, c'est presque une romance, mais ça reste quand même très platonique, il n'y a pas de déclaration d'amour, ils s'embrassent pas, c'est pas le sujet du film. Il y a une volonté de présenter Mary Poppins comme aromantique, asexuée. C'est aussi ça qui est intéressant dans ce film, c'est que souvent dans les films Disney et dans les comédies musicales d'une manière générale, il y a souvent une histoire d'amour. Là dans celui-là, il n'y a pas d'histoire d'amour. Et il faut souligner quand même que bon, Mary Poppins, même si elle est très élégante, elle est pas féminine au sens le plus commun, le plus basique du terme. Dans sa façon de bouger, elle est assez droite, assez robotique, un peu comme pas comme une poupée, non, justement, plus comme une figurine, un automate, même dans sa façon de danser. À certains moments, elle s'autorise à ne pas être gracieuse. Et je pense que inconsciemment, ça a joué dans mon appréciation du personnage, et qui a fait que j'ai pu me retrouver en Mary Poppins et m'identifier à elle. Et c'est cohérent avec Pamela Travers, qui n'avait pas un mode de vie conventionnel. Elle était bisexuelle ou lesbienne. Elle a vécu avec une femme pendant plusieurs années, et elle a adopté un enfant à un moment. Il y a une ombre au tableau dans ce film, je trouve que le personnage de Madame Banks est beaucoup trop négligé, parce qu'il y aurait quand même beaucoup de choses à dire sur elle. Je sais même pas si on la voit parler à ses enfants. Je sais qu'elle leur lance des petits regards de temps en temps pour dire oui bah faites ce que dit votre père, faites ce que dit votre père. Mais il me semble pas qu'elle leur parle. Même à Mary Poppins, elle lui parle jamais. Good evening, George. Dans le livre, elle se parle. Parce que dans le livre, c'est Madame Banks qui lui fait passer l'entretien, mais elle reste quand même toujours très effacée. On me voit, on me voit plus. Elle est très dans la superficialité, dans les tendances. Dans le film, elle est suffragette, c'est-à-dire qu'elle milite pour que les femmes aient le droit de vote. On la voit partir en manif, elle balance des œufs sur la voiture du Premier ministre, elle se met vraiment dans des situations très dangereuses avec ses amis, avec ses camarades. Évidemment, tout ça, on le voit pas, elle fait que le raconter. Mais à la maison, elle est complètement éteinte, complètement soumise à son mari. D'ailleurs, dès qu'elle rentre, son écharpe Vote for Women, elle la cache, elle veut pas que son mari la voit, parce que ça l'énerve. Elle dit oui à tout ce qu'il lui dit. Il y a un moment, elle découvre que ses enfants ont échappé à la surveillance de leur père. C'est Burt qui les ramène, et elle lui dit mais je suis désolé, je peux pas m'en occuper, moi faut que j'y aille, je vous les laisse quoi. Elle refile ses enfants à un parfait inconnu, parce que je pense pas qu'elle l'ait déjà calculé dans sa vie. Elle est complètement inconsciente. Ça donne pas une très belle image du militantisme, et du militantisme féminin en particulier, et ça c'est un petit peu dommage quand même. En fait, on essaye de nous dire qu'une femme ne peut pas avoir de conviction politique, et en même temps être une bonne femme et une bonne mère. En 64, on était à l'aube d'un grand mouvement féministe, et c'est dommage d'avoir continué à véhiculer de telles idées. Et puis c'est des choses qui sont pas encore tout à fait résolues aujourd'hui. Hein. Et ça me frustre, parce que j'adore le personnage de Madame Banks. Moi, elle m'a toujours fait beaucoup rire. Rien que sa première apparition, c'est une tornade, quoi. Elle te raconte tout ce qu'elle a fait, elle se met à chanter, j'adore la chanson Les Sœurs Suffragettes. Évidemment, ça fait écho à la mère de Pamela Travers, qui était un peu absente, qui était dépressive, en fait, qui était pas capable de s'occuper des enfants. Et la fin de ce film, la conclusion de ce film, elle me touche toujours autant. Dès que Monsieur Banks, il va à la banque le soir, parce que suite à ce qui s'est passé avec les enfants,
il se fait virer. Là, vu que toute sa vie tournait autour de ça, et il perd tout. Et c'est là qu'il prend conscience de ce qu'il a, de ce qui lui reste, de ce qu'il a toujours eu. Là, il comprend enfin ce qui est important dans sa vie. Le décor à ce moment-là, il est incroyable. Il y a ce cercle rouge au milieu de l'obscurité, dans cette grande pièce. Il n'y a pas de limite à cette grande pièce. C'est comme s'il n'y avait pas de mur. C'est comme si Monsieur Banks, il était dans une transition entre deux mondes. Autour de lui, c'est le vide, c'est l'inconnu. On lui enlève ses attributs d'employé de banque, c'est cruel, c'est humiliant comme scène. Mais en même temps, à ce moment-là, il est libre, enfin. Peut-être pour la première fois de sa vie. Et face à son vieux patron, là, complètement inhumain, il fait la pire chose qu'on peut faire à une personne comme ça, bah il le fait rire. Et la séquence se termine par Monsieur Banks qui chante A Spoonful of Sugar. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il répare le cerf-volant de ses enfants, le cerf-volant qu'ils ont déchiré au début du film. Et ce cerf-volant, ça représente tout le message du film, parce qu'il est dégueulasse le cerf-volant, il est raccommodé avec du papier journal, il est pas beau, il est pas parfait, mais il est réparé, il vole, il fonctionne. Et le but, c'est pas d'être une famille parfaite, c'est pas d'avoir une vie parfaite, c'est d'avoir une vie qui fonctionne, c'est d'avoir une harmonie qui fonctionne. Et ce qui est encore plus beau, c'est que même Madame Banks, elle participe à ça, elle ramène son écharpe de suffragette, et du coup, quand il s'envole dans le ciel, le cerf-volant, on voit Vote for Women qui flotte, ce qui fait que le cerf-volant, il est militant aussi, et que cette partie très importante de Madame Banks, elle est acceptée par Monsieur Banks. Et donc là, on a vraiment toute la famille qui est réunie. Ce que je trouve dommage, c'est que finalement, Monsieur Banks, il est vite réengagé par son patron, parce que le patron il est là juste à côté en train de faire voler un cerf-volant. Ça déchire sa race. Et donc il accepte de reprendre son travail. Je trouve que ça aurait été plus beau que soit on lui propose pas du tout de revenir, ou soit il décide de dire bah non c'est pas pour moi je veux pas de cette vie, je veux faire autre chose. Mais bon, c'est Disney, c'est les années 60, je pense qu'il voulait pas qu'on finisse sur du chômage, et je pense que aussi ça veut dire que l'esprit de ses patrons a changé, et donc son travail à la banque ne sera plus le même qu'avant. Puis de toute façon ce serait un petit peu hypocrite de la part de Disney de complètement critiquer le système bancaire, le capitalisme. Finalement, c'est moins faux cul de leur part de le faire revenir à la banque. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est que Mary Poppins, elle assiste à cette scène dans sa chambre, elle est en train de faire sa valise. Elle avait commencé à faire sa valise déjà avant parce qu'elle savait qu'elle devait partir. Et son départ, il est très brutal. Elle est en train de faire son sac, il y a les enfants qui sont en train de pleurer devant elle. Et elle doit rester digne face à ça, elle doit rien ressentir. Parce que sa vie, c'est ça, sa fonction, c'est ça. Mary Poppins, en fait, elle vit pour les autres. C'est aussi pour ça qu'elle a besoin d'être un petit peu narcissique, de penser un petit peu à elle, parce que sinon elle se laisserait complètement bouffer, et elle part toute seule. On sent à quel point elle prend sur elle. L'actrice, elle est géniale, d'ailleurs Julie Andrews, elle est dans tout le film, elle est super, mais dans cette scène, elle est vraiment géniale. Oui, et c'est mis en scène d'une façon très digne. Il y a juste ce qu'il faut, il y a juste l'essentiel. On n'est pas dans l'armoyant, on n'est pas dans le pathos. C'est très bien fait, c'est très bien écrit, c'est très bien dosé cette scène. Vraiment. Et 60 ans plus tard, ça fonctionne toujours, je trouve. Il y a une suite qui a fini par sortir en 2016, Le Retour de Mary Poppins, avec Emily Blunt dans le rôle principal. Je trouve qu'elle est très très bien pour ce rôle, Emily Blunt. Elle a ce côté un peu sans âge, ce côté très classe, très élégant, et en même temps, elle a une vraie bonté dans le regard, un peu comme Julie Andrews. C'est Rob Marshall à la réalisation, qui est un habitué de la comédie musicale, il a réalisé Chicago. Et là, pour le coup, ça se passe vraiment durant la Grande Dépression. On a les enfants Banks qui sont devenus adultes. Je pourrais pas trop parler de ce film parce que je l'ai vu qu'une seule fois, mais j'ai beaucoup aimé. L'esprit est là, la magie est là. Ça raconte pas la même chose, hein, les enjeux sont pas les mêmes. Non mais c'est réussi comme suite, c'est vraiment bien. Et il y a aussi des séquences avec des images animées en 2D. Heureusement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. De toute façon, si ça t'a pas plu, bah c'est trop tard, c'est fait. Hein. Est-ce que tu as vu Mary Poppins? Est-ce que tu aimes ce film? Est-ce que tu as lu le livre? Et si tu l'aimes pas, bah dis-le aussi, hein, parlons de tout ça en commentaire. Et si tu sais pas quoi dire, dis-moi juste... On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.